Jean-Marie Bigard, l'un des noms les plus marquants de la comédie française, sait toujours conquérir le public avec son charme et son talent hors du commun. Né le 17 mai 1954 à Paris, c'est un artiste qui a la capacité de transformer des histoires du quotidien en situations inattendues et humoristiques. Doté d'un style comique unique, puissant et parfois audacieux, Jean-Marie Bigard livre toujours des performances comiques impressionnantes, notamment dans les spectacles de stand-up. Des œuvres comme le théâtre de Jean-Marie Bigard ou ses spectacles indépendants ont fait sensation dans le monde du spectacle français. Non seulement il est un comédien, mais il est aussi une puissante source d'inspiration grâce à sa sincérité et son humour authentique. Jean-Marie Bigard s'est imposé sans cesse comme l'un des plus grands artistes de la comédie française. Né dans une famille pauvre, il a eu une enfance incomplète. Jean-Marie a dû grandir dans un environnement manquant d'amour et d'attention de la part de sa famille, alors que ses parents luttaient contre une vie difficile. Les souvenirs de ces années de privation émotionnelle, où tout était difficile, hantaient son esprit. Cependant, ce sont les souffrances et la tristesse de son enfance qui ont façonné son caractère fort et sa résilience. Jean-Marie Bigard a dû relever lui-même de grands défis dès son plus jeune âge, et c'est à partir de là qu'il a trouvé du réconfort dans l'art. Ces douleurs sont aussi l'inspiration qui l'aide à apporter au public des histoires humoristiques, mais aussi profondes, touchant les recoins cachés de la vie. Bien que son enfance difficile soit terminée, Jean-Marie Bigard porte encore en lui les marques indélébiles d'une période difficile dont il se souvient toujours. Il a éprouvé une profonde et douloureuse tristesse lorsque son fils, qu'il aimait et dont il était toujours fier, a reçu un diagnostic de cancer du côlon. Ce fut une épreuve ultime, non seulement pour son fils, mais aussi pour Jean-Marie, qui se sentait impuissant en voyant son enfant lutter contre une maladie en phase terminale. Un père est toujours fier de ses enfants et souhaite les voir grandir et réussir, mais dans ce cas, Jean-Marie a dû être témoin de la douleur de son enfant, chose à laquelle il ne pouvait rien faire. Arrêté. La douleur a commencé lorsque le fils de Jean-Marie a reçu un diagnostic de cancer du côlon à un stade assez tardif, ce qui a laissé toute la famille dans la confusion et la peur. Jean-Marie, bien qu'il soit un homme fort sur scène, ne pouvait s'empêcher de ressentir un effondrement dans son âme en voyant son fils affronter cette terrible maladie. Non seulement il s'inquiétait de la santé de son enfant, mais il souffrait également de ne pouvoir rien faire d'autre que de rester à ses côtés, de l'encourager et de le soutenir, alors que tout semblait hors de son contrôle. Les jours de maladie de son fils ont forcé Jean-Marie à mettre temporairement de côté son travail et sa carrière pour consacrer tout son temps à son fils. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux difficultés que son fils allait devoir traverser pendant son traitement, aux séances de chimiothérapie douloureuses et fatigantes et aux inquiétudes concernant l'avenir. Jean-Marie a toujours été là pour moi, non seulement pour prendre soin de moi, mais aussi pour être un soutien spirituel fort. Cependant, même lorsqu'il était avec son enfant, il ne parvenait toujours pas à dissiper les peurs dans son cœur. En tant que père, Jean-Marie Bigard se sentait déchiré par la douleur de voir son fils souffrir, alors que les lueurs d'espoir s'estompaient peu à peu. Il s'est toujours demandé ce qu'il pouvait faire de plus pour aider son fils, lorsque les choses semblaient désespérées. Malgré les difficultés, Jean-Marie a gardé le moral et a continué à encourager son fils. Il n'a pas laissé la tristesse l'envahir, mais a plutôt essayé de donner à ses enfants la conviction que, quoi qu'il arrive, la famille serait toujours là et que leur amour serait la plus grande source de force. Pascal Bataille fait actuellement face à une profonde tristesse alors que sa santé est menacée par un cancer. Au cours des derniers mois, il a dû faire face à des défis inimaginables car cette maladie maligne l'a amené à lutter non seulement contre la douleur physique, mais aussi contre l'anxiété et l'inquiétude psychologique. Tout au long de sa carrière, il a toujours été un modèle de force, de confiance et de vivacité, mais le cancer a tout changé, le laissant faible et impuissant face à la vie. Lorsque Pascal Bataille a reçu le diagnostic d'un cancer, il a été confronté à un énorme choc. Sa carrière, qui a toujours été associée au dynamisme et à un comportement public énergique, se trouve désormais sur une ligne mince entre la vie et la mort. Le cancer a non seulement attaqué son corps, mais a également envahi son esprit, lui faisant ressentir tristesse et désespoir. Les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie l'ont laissé épuisé, son corps a progressivement perdu sa vitalité et la vie quotidienne est devenue plus difficile que jamais. Les effets secondaires du médicament le faisaient se sentir fatigué, perdre de l'énergie, et parfois la douleur était si insupportable qu'il ne pouvait rien faire. La tristesse de Pascal Bataille ne provenait pas seulement de la douleur physique, mais aussi d'un sentiment de perte. Il était une personne saine et dévouée, mais le cancer lui a enlevé tout cela. Il a dû faire face à un changement majeur dans sa vie
lorsqu'il n'a plus pu travailler ni participer aux activités qu'il aimait. Les plans et les rêves qui semblaient partiels ou possibles deviennent désormais lointains lorsque le cancer ne lui permet pas de contrôler sa vie. Mais malgré la tristesse et le désespoir, Pascal Bataille n'a pas baissé les bras. Il a essayé d'affronter ce cancer avec une attitude résiliente et optimiste. Bien que son corps soit faible, son esprit reste fort, avec l'espoir que les traitements l'aideront à surmonter cette tempête. Il a continué à lutter contre la maladie, cherchant le soutien de sa famille, de ses amis et des professionnels de la santé pour lutter jusqu'au bout. Dans ces moments les plus difficiles, il s'est rendu compte que la vie comporte toujours des défis, mais que c'est la façon dont on les affronte qui compte le plus. Bien que le cancer ait laissé Pascal Bataille dans la souffrance, il ne s'est pas laissé vaincre. Il a continué à trouver l'espoir dans les petites choses, dans l'amour de sa famille, de ses amis et dans l'encouragement de ceux qu'il aimait. Sa tristesse était profonde, mais c'est sa résilience et son courage qui l'ont fait avancer, avec l'espoir qu'un jour, il surmonterait cette terrible maladie et retrouverait une vie normale, comme avant. La douleur de la maladie, ainsi que le long traitement, ont empêché Pascal Bataille de poursuivre le travail qu'il aimait, lui apportant une profonde tristesse non seulement professionnelle, mais aussi psychologique. Lorsque l'information sur son état de santé a été rendue publique, le public et les fans n'ont pu s'empêcher de se sentir désolés. Pascal Bataille fait face à une longue maladie qui l'empêche de participer aux spectacles et activités qu'il aimait autrefois. Ce n'était pas seulement un problème de santé, mais aussi un choc énorme pour quelqu'un qui avait consacré sa vie à la télévision. Au fil des années, il s'est bâti l'image d'un animateur joyeux et dynamique qui fait toujours rire le public. Cependant, lorsque la maladie a frappé, tout a commencé à changer. La carrière qu'il a tant travaillé à construire subit aujourd'hui des effets imprévus. La profonde tristesse de Pascal Bataille ne résidait pas seulement dans le fait de devoir mettre sa carrière entre parenthèses, mais aussi dans le sentiment de perte de ne plus pouvoir continuer à se consacrer au métier auquel il avait consacré tant d'années. Ne pas pouvoir participer aux séances de tournage et à la création de nouveaux spectacles lui donnait le sentiment qu'une partie importante de sa vie lui échappait peu à peu. Les douleurs physiques et les difficultés du traitement l'empêchaient de trouver la joie dans le travail qui lui apportait auparavant bonheur et satisfaction. Mais Pascal Bataille a également dû faire face à des changements dans la perception du public. Lorsqu'une célébrité est confrontée à la maladie, la sympathie du public est essentielle, mais parfois, l'ignorance ou les commentaires insensibles ajoutent à la tristesse dans le cœur de la célébrité. Le fait de ne pas pouvoir continuer à participer à des émissions lui donnait l'impression d'être progressivement laissé pour compte, car le monde du divertissement était en constante évolution. Les longs mois de traitement et d'affrontement contre la maladie ont non seulement emporté la santé de Pascal Bataille, mais aussi une partie de son esprit. Bien qu'il ait essayé de rester optimiste et plein d'espoir, les changements dans sa vie, la perturbation de sa carrière et le sentiment de ne pas pouvoir continuer avec ses anciennes passions lui ont fait traverser une période difficile. Difficultés psychologiques, ses contributions à l'industrie du divertissement française n'étaient plus aussi développées qu'avant. Et la profonde tristesse d'avoir dû quitter la carrière qu'il aimait le hantait toujours. Les problèmes de santé, la pression du travail et les défis de sa vie personnelle l'ont amené à faire face à la douleur et à la fatigue à de nombreuses reprises. Cependant, il est resté résilient, a surmonté toutes les difficultés et a continué à se consacrer à sa carrière. C'est pourquoi nous, qui aimons et admirons Pascal, devons lui témoigner notre amour et notre sympathie. Chacun a ses propres batailles qui ne sont pas toujours montrées à l'extérieur. L'amour et le respect du public sont une forte source d'encouragement, l'aidant à surmonter toutes les difficultés et à poursuivre le travail qui le passionne. S'il vous plaît, partagez l'amour et soutenez Pascal Bataille. Devant le juge des référés. Je passe très vite sur ces questions-là. Rappelons que le juge du référé est juge de l'évidence et évidemment, plus le contrôle du juge sur le fond est poussé, plus le juge des référés va pouvoir prononcer de façon provisoire la suspension de la sanction. Et je voudrais terminer par un contentieux qui est susceptible de se développer, qui amène cette fois-ci le juge à se prononcer de façon abstraite sur ce qui est susceptible de constituer un manquement déontologique. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, le statut de la fonction publique prévoit désormais, depuis la loi du 20 avril 2016, que tout chef de service peut préciser les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité. Le législateur encourage ainsi les administrations à fixer par des actes dits de droit souple les principes déontologiques qui s'imposent à leurs agents. Et comme on le sait depuis la décision Gisti du 12 juin 2020,
un tel acte fait désormais l'objet d'un contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Ça permet au juge d'appréhender, par exemple, des recommandations formulées à titre de bonne pratique qui, si elles ne sont pas directement opposables aux agents concernés, n'en sont pas moins susceptibles d'emporter sur eux des effets notables en ce qu'elles permettent de faciliter la caractérisation d'une faute disciplinaire. Et cette intervention du juge en amont a le mérite d'éclairer l'administration et ses agents sur le contenu exact de leurs obligations déontologiques. Alors sur ce point, on a déjà une jurisprudence du Conseil d'État sur la charte de déontologie de la juridiction administrative qui, elle, était déjà susceptible de recours puisque c'est pas un acte de droit souple. Elle avait véritablement une valeur juridique. Elle était opposable. Et s'agissant de l'exemple de l'utilisation des réseaux sociaux, on a une décision du 25 mars 2020 rendue sur le recours du syndicat de la juridiction administrative qui est très intéressante puisqu'elle permet d'éclairer en amont ce qu'il est possible de faire ou pas pour un magistrat administratif en l'occurrence sur les réseaux sociaux. Et donc ce contentieux va sans doute se développer à l'avenir et sera une source très intéressante pour les spécialistes de la déontologie dans la fonction publique. Merci beaucoup Timothée Gallo, merci pour cette intervention, merci à l'ensemble de nos intervenants. Il arrive le temps de nos questions, les questions des internautes. Je vous propose d'en poser deux pour respecter le timing de ces mardis de l'IH2.